Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de pleine lune du 27 novembre, proposée sous 3 angles différents et complémentaires, astro, tracé intuitif et tarot. La pleine lune se place dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, nous demandant de trouver un équilibre entre l'air et le feu, alors l'air de nos pensées volubiles et le feu de nos ambitions et motivations. À l'heure de Paris, le soleil est en maison 11 aux côtés de Mars. Le Sagittaire aime la liberté, Mars aime l'indépendance et tous les deux activent et éclairent ce secteur 11 qui concerne justement la liberté, la nouveauté, les projets qui donnent de l'espoir et de l'enthousiasme. Il y a donc une énergie très forte d'affirmation personnelle qui peut chercher à trouver sa place avec ou parmi les autres, parce que la maison 11 est aussi la maison des groupes, des réseaux, des amis. On va donc d'un côté avoir envie de liberté et de faire surtout à notre idée. On peut aussi entraîner les autres, pour les plus hardis d'entre nous, dans une aventure. Si on a une âme de leader, elle va ici être dynamisée par un projet qui sûrement nous passionne. Si on n'a pas une âme de leader, on peut simplement avoir envie de faire quelque chose de nouveau qui représente, à nos yeux en tout cas, une aventure audacieuse. Alors comme chacun a des curseurs différents, pour certains ce sera peut-être un voyage lointain ou une formation qui est visée, alors que pour d'autres ce sera peut-être d'oser quelque chose vis-à-vis des autres ou même d'un réseau social. En face, il y a la lune en Gémeaux en maison 5, donc une évidente recherche de plaisir et de stimulation qui passe ici par le mental et les échanges. Mars cherche une stimulation physique, de l'adrénaline et de la passion, alors que la lune, qui représente notre vie intérieure et nos émotions, va ici se nourrir de curiosité et de communication avec l'autre ou les autres. Alors dans la joie, parce qu'en maison 5, c'est quand même ce qu'on recherche, la joie. Alors vous allez me dire, c'est plutôt chouette comme programme, donc pourquoi s'oppose-t-il ? Eh bien, toujours pour la même chose, pour trouver la complémentarité la plus juste et la plus consciente entre ce qu'on ressent intérieurement et ce qu'on montre extérieurement. Le Soleil et Mars ont confiance dans quelque chose en Sagittaire. L'énergie est spontanée et peut-être à travers le dynamisme de cette conjonction un peu exagérée. C'est possible. Disons que pour mettre toutes les chances de notre côté, on peut en faire un peu plus, voire un peu trop. Donc c'est à nous d'observer pourquoi on fait ça. Est-ce que nous cherchons une certaine légitimité? Est-ce qu'on se montre généreux pour avoir une forme de reconnaissance? Ou courageux, entreprenant pour faciliter notre intégration sociale quelque part? Est-ce qu'on se montre combatif pour entraîner les autres dans une cause qui nous est personnellement importante? Ça peut se manifester de plusieurs manières, mais l'important est d'être pleinement conscient de nos actions sur cette pleine lune et de nos émotions. Parce qu'avec une lune en Gémeaux, on va être plus excitable au niveau mental, donc ça peut être grisant, mais ça peut aussi générer un peu de dispersion. On a plein d'idées, on veut dire plein de choses, on peut même sauter du coq à l'âne, et même si on est agile dans cet exercice, le Soleil et Mars en Sagittaire visent un but, alors que la Lune en Gémeaux va chercher à se rassurer dans quelque chose de plus accessible. Donc une nouvelle aventure, super, des grandes idées passionnantes, ok, mais on en parle ensemble quand même avant de se lancer, juste pour bien définir le but de l'action. Elle est là la dualité, comprendre ce qu'on veut vraiment et être attentif à ce qu'on ressent face à cette stimulation. Alors comme toujours, on peut se reconnaître d'un côté ou de l'autre. On peut se reconnaître du côté de l'énergie Sagittaire par exemple et se trouver face à quelqu'un qui veut discuter ou chercher à comprendre le projet qu'on a. Ou alors on peut s'identifier avec l'énergie Gémeaux en se sentant plus sensible à l'énergie de quelqu'un qu'on voit tout feu, tout flamme. Mais gardons à l'esprit que tout est énergie et que l'autre, le miroir, ne fait que refléter notre dualité intérieure, celle qui cherche l'harmonie entre une façon de s'exprimer ou d'échanger qui était peut-être habituelle et qui se trouve face à quelque chose de plus ambitieux. Et comme l'air et le feu peuvent tout de même se nourrir mutuellement, alors soit pour faire un feu de joie, soit pour faire un feu de paille, il sera utile d'être particulièrement prudent sur cette pleine lune au sujet de nos décisions et de nos prises de position. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est Mercure, planète de communication, qui maîtrise cette lune en Gémeaux et Mercure se trouve en Sagittaire en maison 12 et au carré de Neptune.
Donc là, il peut y avoir beaucoup d'idéalisation, d'imagination et de projections utopiques. Il peut y avoir de belles promesses, il peut y avoir de jolies paroles échangées, parce que Mercure est en sextile à Vénus. Donc ça, c'est agréable. Mais est-ce que c'est réel? Il y a ici une notion de distance, réelle ou symbolique, qui peut créer un doute malgré l'envie de croire à quelque chose. Donc on peut se sentir charmé par quelqu'un, par un projet, par une promesse. On peut se sentir intéressé aussi, passionné par quelque chose qui permet de nous évader. Un livre, un film, une idée créative, un concert. Donc tout ça, ça peut être très agréable du moment qu'on n'attend rien de précis parce qu'un carré à Neptune fait souvent émerger des attentes inconscientes qui peuvent mener à une déception. Cet aspect va donc plutôt favoriser tout ce qui permet de s'évader sans excès. Si on est tenté par quelque chose de stimulant, un voyage au loin ou même des vacances qu'on veut planifier, évitons d'acheter, de réserver ou de nous investir parce que tout ne sera pas clair et on pourrait se sentir enivré par une idée qui nous semble idéale et être influencé sans forcément s'en apercevoir tout de suite. Le Soleil est lui maîtrisé par Jupiter rétro en Taureau qui est maître aussi de l'ascendant de cette pleine lune. Donc on a envie d'enrichir quelque chose, de faire progresser, de faire grandir. Mais le quinconce montre qu'il y a des choses à changer et à améliorer avant de trouver de stabilité et se sentir comme chez soi. La proposition est donc de garder confiance en soi, de s'ouvrir à la nouveauté ou à une perspective motivante sans griller les étapes. Et au cas où on l'oublie, eh bien on a un sacré garde-fou sur cette pleine lune puisque les luminaires sont en carré à Saturne en maison 2. Donc ça peut paraître frustrant ou imposer une certaine patience ou encore des règles à respecter, mais ça peut surtout apporter un sens pratique et utile dans la question qui est concernée ici. Saturne est en apex, vous voyez, il est à la pointe de ce qu'on appelle ici un carré en T. Donc on va se sentir obligé de prendre quelque chose au sérieux et avec responsabilité. Donc ça peut être par exemple d'apporter de la rigueur dans un projet ou d'organiser concrètement, voire financièrement, ce qui demande ici à s'affirmer. Alors je vais vous donner un exemple, ça faisait longtemps. C'est comme si un ami qui habitait loin nous encourageait à le rejoindre. Alors on va dire qu'il habite, je sais pas, à Tahiti, et il nous dit « Allez, viens, prends l'avion, ça va être génial, on va s'éclater, on va passer des moments formidables, il y a plein de trucs à faire ensemble, etc. etc. » Et du coup, notre lune intérieure se sent émoustillée par cette proposition et commence à faire des plans sur la comète. On peut imaginer plein de choses, prêts à embarquer pour le plaisir, nourris de ce partage intéressant. Mais Saturne vient mettre son grain de sel. Attends, c'est quoi l'histoire là? Un billet pour Tahiti? Non mais ça va bien, oui. Tu connais le prix? Et c'est pour quoi faire au final? C'est constructif au moins? Ah bah oui, il est un peu rabat-joie en carré, ça on le sait, mais sur cette pleine lune, il va quand même nous ramener les pieds sur terre. Donc cette petite interaction, ce sont bien sûr tous les personnages en nous qui sont en scène et qui vont ici nous tirailler avec une sorte de réunion au sommet. Alors la question n'est pas forcément d'abandonner le projet, pas forcément. Dans certains cas, peut-être, mais dans d'autres, ça demandera seulement maturation. Et déjà, ce sera plus facile quand Mercure entrera en Capricorne le 2 décembre, parce que là, il sera en sextile à Saturne et notre réflexion sera plus réaliste. Mais en attendant, il est plus prudent d'éviter de s'emballer. Cette pleine lune nous invite à prendre des initiatives, oser la nouveauté davantage, oui, mais en faisant attention où on met les pieds, la tête et le cœur. Je reviens sur Mars qui maîtrise notre boussole cosmique, le nœud nord. Celui-ci est en maison 3 et en trigone à Mercure. Donc ça nous encourage à voir plus loin et à élargir notre état d'esprit, nos croyances, en étant ouvert à une nouvelle vision du monde ou de notre monde. Mais le nœud nord est opposé à Vénus, ce qui veut dire en toute logique que Vénus est conjointe au nœud sud, c'est-à-dire nos fonctionnements passés, affectifs et relationnels. Donc il nous faut réfléchir plus honnêtement à ce qu'on dit ou ce qu'on décide, et pas pour instinctivement plaire à l'autre ou convenir à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être qu'on a fonctionné dans le passé avec une idée bien définie de la relation parfaite ou bien équilibrée. Mais si on ouvre les yeux sur cette pleine lune, on peut découvrir quelque chose de différent, nouveau et libérateur, même si ce n'est pas évident au départ. Et on peut faire ça
en ouvrant déjà en nous la porte des possibilités. Au niveau numérologique, le 27-11-2023 nous invite à entrer en relation avec réserve et prudence. Ceci afin d'affirmer notre identité et notre indépendance et garder notre verticalité. La réduction nous mène au 18, la lune, qu'on avait déjà sur la dernière pleine lune. La lune nous ramène au ressenti, mais peut aussi nous paraître confus par le réveil de notre imagination. Donc ça rejoint ce carré Mercure-Neptune. On peut imaginer des choses, mais, à voir dans quelques jours. Si on réduit encore, on arrive au 9, l'ermite, qui va nous aider justement à faire la lumière sur nos zones d'ombre et à trouver nos propres réponses en prenant le temps de décanter. Il y a donc deux possibilités, soit on déchante, soit on décante, mais nous sommes invités à nous concentrer sur la deuxième option, quoi qu'il se passe, parce que c'est celle-là qui va nous tirer vers le haut et nous être bénéfique au final. Voilà pour les énergies astro et on passe au tracé intuitif pour la suite. Alors, nous voici pour la deuxième partie de cette vidéo avec le tracé intuitif. Alors, c'est parti pour la vibration de cette pleine lune. Je vais donc tracer 27-11 pour lancer l'intention et puis on va voir où ça nous mène. Donc, c'est parti, 27-11. Bien. Alors, on a de l'élan et on a aussi du frein. Donc, on va voir comment ça va s'articuler. Allez, c'est parti. Commençons par là. Alors, par ici, j'ai de la curiosité, j'ai de l'envie et de l'intérêt pour accéder à quelque chose, mais il y a un cap à franchir. Il y a une petite séparation, une petite distance, un petit fossé, si vous voulez, à passer pour accéder à quelque chose. C'est pas insurmontable, hein, ce n'est pas un grand fossé, c'est pas insurmontable, mais on va dire que c'est pas très confortable. On peut se sentir en déséquilibre, pas forcément très stable pour passer à l'étape supérieure qui pourtant peut nous donner la sensation que c'est plus stable de l'autre côté, plus constructif, plus concret. Donc, il y a quelque chose ici qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas bien, ça rejoint un peu ce Mercure carré Neptune. Peut-être qu'on pense que quelque chose est inaccessible, alors qu'en fait c'est beaucoup moins inaccessible qu'on le pense. Ou peut-être que quelque chose nous paraît accessible et prometteur, mais quand même on ne sait pas trop ce qu'on va trouver derrière. Donc il y a deux énergies différentes, mais on a un petit bandeau ici sur les yeux qui peut nous donner la sensation qu'on ne voit pas comment faire quelque chose. C'est psychologique à mon avis, et c'est plus lié à des croyances qu'on a ou un fonctionnement qu'on a. Parce qu'au niveau de la scène que j'ai là, c'est possible, on peut faire quelque chose. C'est nous qui pouvons nous poser quelques questions qui concernent nos fonctionnements passés, ce qu'on estime être notre repère, notre stabilité, quelle qu'elle soit. Donc il semble qu'on veuille quitter cet état-là ou cette situation, ou qu'on soit poussé à le faire pour une raison ou une autre, mais on peut être un peu limité par nos propres principes et tout simplement aussi nos peurs, Peur de l'inconnu, peur de passer un cap, peur d'être déstabilisé, enfin quelque chose comme ça. Il y a un peu par ici l'énergie de cette phrase bien connue qui dit « On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve ». C'est ça que j'ai par là, c'est une espèce d'entre-deux, entre une envie et même je dirais un besoin de se propulser vers quelque chose de différent, de nouveau et certainement de tentant, tout en ayant besoin de se sentir rassuré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, par ici, j'ai une énergie beaucoup plus studieuse et beaucoup plus pointue, je dirais, au niveau de l'étude de quelque chose. Donc ça ressemble un peu à du Saturne par là, une énergie qui est plus autoritaire, mais qui est aussi plus affûtée sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire et comment le faire. Donc il y a un peu de contrôle par ici. On retrouve ce carré à Saturne qui impose quand même une certaine patience, des limites pour bien gérer nos élans, nos motivations ou nos projets. Donc il n'est pas bloquant, mais enfin il rigole pas quand même. C'est-à-dire que pour passer une étape, cette autorité intérieure va nous mener à une certaine vigilance pour assurer notre propre sécurité. Parce que c'est ça que veut Saturne, C'est la sécurité, la stabilité, la fiabilité et la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise de sa vie et maîtrise de ses ambitions. Donc c'est assez exigeant par là, un peu comme un test en fait sur notre motivation, comme si on devait argumenter, alors soit avec quelqu'un, soit avec soi-même, pour avoir ce droit de passage, si on veut.
C'est-à-dire qu'ici, on est ramené à des questions très précises. Où, comment, pourquoi, combien. C'est très pointu, le questionnement. Très précis. Donc, comme je le disais en intro, si on prévoit par exemple un voyage, une formation, un projet, enfin n'importe quoi, on a cette espèce de stop qui peut être passager si on prend le temps de répondre à nos propres questions. Pourquoi faire? Dans quel but? Combien? Où? Comment? Pourquoi? Ouais, pas facile de ce côté-là. Alors ensuite, de ce côté-là, c'est autre chose. J'ai une énergie un peu plus aérienne, mais j'ai un mélange entre l'air et la terre. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai quelque chose d'assez aventureux qui me rappelle ce Mercure en Sagittaire. On veut emmener quelque chose plus loin, un projet plus loin, une relation plus loin, une envie plus loin. Il y a un besoin de goûter à une aventure en prenant en compte ce qui nous inspire vraiment. Soit c'est quelque chose qu'on aime, soit c'est une idée qu'on veut développer, soit c'est un rêve qu'on a, mais en tout cas on est inspiré ici par quelque chose avec laquelle on veut faire du chemin. On veut faire du chemin avec cette chose. Et là, la scène que j'ai, c'est de regarder si on est bien chaussé pour faire cette route. Donc c'est symbolique ce que je vous dis là, mais c'est la scène que j'ai sous les yeux parce que j'ai une sorte de petit personnage qui part à l'aventure avec une certaine confiance sur ce qu'il va découvrir sur le long du chemin, et j'en ai un autre qui est en dessous et qui est beaucoup plus pratique, pratico-pratique je dirais. Donc ça, vous voyez, ça me fait penser à ce Mercure en Sagittaire, une partie de nous qui veut partir à l'aventure avec une certaine confiance et une certaine inspiration. Et en dessous, j'ai le maître de ce Mercure en Sagittaire, en l'occurrence Jupiter en Taureau, que je ressens ici en dessous, parce qu'il est beaucoup plus gros que l'autre. Donc ça correspond complètement à cette énergie-là, parce que ce Jupiter en Taureau qui est rétrograde ralentit un peu le mouvement. Non pas pour l'empêcher, mais pour mieux le préparer. C'est ça qu'il fait ici. Donc c'est un peu comme s'il nous disait « Tu veux aller loin, d'accord? Moi je suis d'accord, mais est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Parce que tu as une belle chaussure, d'accord, mais elle est où la deuxième ?» C'est un peu l'idée si vous voulez, c'est comme s'il manquait quelque chose. Donc je ne sais pas s'il manque vraiment quelque chose, mais cette autre énergie que j'ai ici en bas tient à un certain confort et à une certaine sécurité dans l'aventure qui va se faire. Donc il y a une sorte d'étude ici où on prend le temps de voir si on a tout ce qu'il faut. Assez de matériel, assez d'argent, assez de nourriture. C'est en cours si vous voulez. Donc il y a une partie qui est prête et l'autre qui se prépare. Mais les deux fonctionnent ensemble. Donc ça veut simplement dire qu'on est invité à prendre le temps de peaufiner certaines choses, même si on a l'impression d'avoir des bottes de 7 lieues. Parce que c'est un peu ça que je ressens là. Alors ensuite, de ce côté, c'est assez riche, mais c'est assez riche au niveau intérieur surtout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sous la surface, comme quand on laboure un champ pour qu'il soit fertile. C'est vraiment ce qui se passe là. Donc il y a une espèce de pause, d'arrêt sur image dans ce qu'on a à montrer aux autres, à montrer de soi ou à partager de soi, pour se concentrer sur ce qui est nourrissant et enrichissant intérieurement. C'est un peu un focus sur qu'est-ce qu'on veut semer pour pouvoir récolter ensuite. C'est pas le temps de la récolte ici. C'est le temps du travail de la terre, travail de la fertilité en soi. C'est assez fort ici parce que quelque chose demande à être assaini surtout. On a envie que les choses soient saines et soient belles à cultiver. Donc la proposition est de ne pas montrer trop vite quelque chose qui n'est pas prêt ou de ne pas exposer trop vite, ni même partager trop vite quelque chose qui n'est pas encore vraiment calé à l'intérieur de nous. Il y a vraiment une invitation à rester connecté à notre intuition, notre inspiration, nos rêves, nos idéaux, mais à les ancrer dans la matière. Ne pas oublier le côté souterrain, c'est-à-dire le côté de préparation, d'organisation ou de réorganisation, même dans certains cas, pour pouvoir mieux avancer. Il y a une envie pourtant de se lancer ici, de se jeter à l'eau d'une façon ou d'une autre, mais on est retenu un peu par des étapes qu'il ne faut pas négliger. C'est ça que j'ai par là. Et ces étapes, elles sont pratiques et elles sont liées à la mise en place plus ordonnée, plus organisée de ce qu'on veut élaborer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc pour finir par là? Oui, par là, il y a une certaine excitation quand même à projeter quelque chose. On a une flamme ici qui vibre sur quelque chose, sur une perspective, sur une ambition, sur un rêve, enfin quelque chose qui nous paraît encore peut-être un peu lointain,
ou qui se trouve à une certaine distance. Donc c'est pour ça qu'on a ici un frein qui se présente de ce côté comme un guide, un sage, le sage qui est en nous. J'ai un peu l'ermite de ce côté, qui est beaucoup moins autoritaire que le personnage que j'avais de l'autre côté. J'ai un ermite qui vient nous poser les bonnes questions. Et celles-là ne sont pas vraiment sur le côté pratique, mais plus sur le côté moral, du genre « Qu'est-ce qui est important pour toi? Pourquoi veux-tu faire ça? Qu'est-ce qui motive cette passion, cet intérêt ?» C'est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel que de l'autre côté où c'était plus terre à terre. Là, c'est plus spirituel de ce côté, plus intéressé sur le cheminement intérieur qui accompagne l'ambition extérieure. Il y a de l'écoute, il y a de la compréhension. Si on veut, elle ne coule pas de source. Elle ne coule pas de source parce qu'il y a une certaine excitation où on n'a peut-être pas envie d'écouter ça ou envie de se poser des questions sur nous-mêmes. Mais je la ressens quand même intéressante, cette énergie-là, ne serait-ce que pour comprendre quelque chose sur notre fonctionnement, sur nos croyances. Ne serait-ce que pour ça, c'est intéressant. Donc voilà pour le tracé intuitif de cette pleine lune. Et on se retrouve pour la dernière partie avec le tirage. À tout de suite. Alors voici les tarots qui sont sortis pour la pleine lune. Très intéressant, comme d'habitude avec un angle un petit peu différent, mais vraiment complémentaire, hein, tout se recoupe de toute façon. Donc de quoi s'agit-il dans ce tirage? Eh bien d'élan, d'affirmation et aussi de frein, comme je le disais justement à l'instant. Donc on entre avec le 3 de bâton, donc 3 de bâton égale perspective. Mais perspective vraiment qui est là déjà, c'est pas imaginer, c'est on voit la chose venir à soi. Vous voyez qu'ici, on a un personnage qui voit un bateau arriver. Donc, c'est pas encore là, mais c'est presque là. On y croit. On croit à quelque chose parce qu'on a de quoi y croire. On a de quoi s'appuyer sur un élément, sur un événement ou quoi que ce soit d'autre. Donc, vous voyez que ce 3 de bâton est tourné vers le 9 de pentacle hein, qui chapeaute le tirage. Donc, avec le 9 de pentacle, on est dans une recherche de stabilité. On est dans une recherche d'autonomie. Donc, ce qu'on vise ici, à travers ce 3 de bâton, c'est la stabilité, c'est le fait de s'assumer, de se sentir bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, dans notre corps, dans un secteur de notre vie, quelque chose en tout cas qui est nourrissant, qui est personnellement nourrissant, soit par l'activité qu'on a, soit par le projet qu'on a. Donc ici, on est dans quelque chose d'assez sérieux, je dirais. On vise quelque chose qui tient la route. Même si c'est pas tout à fait là, c'est ce qu'on veut obtenir, un bien-être tout simplement, un confort dans ce qu'on montre de soi. Comme c'est en haut du tirage, c'est quelque chose qui est visible. Mais ce 9 de pentacle, il reçoit un peu une pression, vous voyez. Il reçoit la pression du 3 de bâton et une pression de la part de la force qui est à droite. Ce n'est pas une pression directe. C'est pas agressif, si vous voulez. Le 3 de bâton n'est pas agressif, hein, il espère, il est passionné sur quelque chose qu'il voit venir, il est prêt, il est combatif, pas de souci. La force n'est pas non plus agressive, enfin je ne la ressens pas comme ça, parce que elle représente la maîtrise de soi. Maîtrise de soi, maîtrise de l'ego, maîtrise de nos emballements, maîtrise de nos démons intérieurs, de tout ce qui peut nous faire réagir ou surréagir par rapport à quelque chose. Donc ce 9 de pentacle est tellement beau, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tellement enviable, pour nous en tout cas, quel que soit ce qu'on vise, qu'on met un peu toutes nos forces là-dedans pour se maîtriser, pour garder confiance et pour garder une vision un petit peu optimiste, hein, je dirais, de ce qu'il y a à l'horizon. Donc ça, c'est ce qu'on montre, c'est ce qui se voit comme une situation extérieure ou quoi que ce soit qui est visible en tout cas aux yeux des autres. Mais en descendant un petit peu dans le tirage, on va voir que c'est pas si simple. Alors c'est pas torturé non plus, hein, mais c'est pas super simple. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, on a le 10 d'épée ici. Ça représente notre position, notre attitude, et c'est plutôt positif de le trouver là, parce qu'avec le 3 de bâton au-dessus, on n'a plus envie de nourrir un fonctionnement mental qui est terminé. On a envie d'en finir avec une façon de penser. Peut-être qu'on a fait le tour d'une question, qu'on a fait le tour d'une situation, qu'on a fait le tour d'une relation, pourquoi pas. Et là, on espère autre chose. Ça ne veut pas dire de tout changer, mais ça veut dire de changer de disque un petit peu. On peut en avoir un petit peu marre de se poser toujours les mêmes questions. Et là, on peut décider de passer à autre chose, qui est plus réjouissant, ou en tout cas, on espère que ça va être réjouissant.
C'est d'autant plus confirmé qu'au centre, on a le soleil. Donc le soleil, c'est ce qui est au cœur de nous. Le soleil, c'est la joie, c'est l'affirmation de soi, c'est la vérité, c'est la clarté. Alors vous allez me dire, le soleil est inversé, comment ça se fait? Eh bien comment ça se fait? C'est parce que c'est pas prêt. C'est exactement ce que je disais tout de suite. C'est pas tout à fait prêt. On peut sentir déjà la lumière de quelque chose. On peut sentir qu'il y a quelque chose sous la surface, comme ça apparaissait tout de suite dans le tracé intuitif. Et je vous dis ça parce que regardez comme c'est relié ici, le tissu de cette femme ici, qui rejoint le soleil, et le tissu qui continue sa route là vers le 9 de Pentacle. Tout est relié quelque part. Mais ça se voit pas forcément. C'est en train de, c'est une transition, un entre-deux. Donc ça aussi, ça apparaissait à l'instant. Un entre-deux où on sait ce qu'on veut plus, on croit qu'on sait ce qu'on veut, en tout cas sous une certaine forme, mais il y a quelque chose qui demande maturation encore, qui demande préparation et positionnement intérieur. Et en dessous, on a le roi d'épée. Alors vous voyez, le roi d'épée n'est pas a priori quelqu'un qu'on a envie de contredire, ou si on a envie de le contredire, on a intérêt d'avoir les arguments, parce que le roi d'épée est très logique, il est très clair, il peut être un peu autoritaire, un peu froid, il a des principes, il maîtrise quelque chose, un sujet, et il n'y a pas à tergiverser avec le roi d'épée. Ce roi d'épée n'est pas forcément un personnage extérieur, vous l'aurez compris, c'est aussi notre roi d'épée intérieur. C'est-à-dire qu'on peut avoir des certitudes sur quelque chose. Puisqu'on a fait le tour ici d'une question, on a bouclé un dossier si on veut, on a tiré nos conclusions, et paf, avec ce roi, on dit voilà, le bilan, c'est ça, 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 ça. J'ai compris ça, c'est comme ça, parce que A plus B égale C, parce que 1 plus 1 égale 2, enfin c'est très clair, net, précis. Donc très bien, sauf si c'est poussé à l'excès. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un carré Mercure-Neptune, et donc ce roi d'épée, il va plus être si sûr de ses certitudes. Alors c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'on va peut-être être invité à mettre de l'eau dans notre vin, à l'intérieur de nous, parce que c'est en bas du tirage, et parce que tout en bas du tirage, on a les amoureux. Les amoureux, c'est un choix, c'est un carrefour, c'est quelque chose ici qui nous touche quand même. On a un choix à faire où on peut se sentir vraiment partagé entre la raison et le cœur. Là, c'est vraiment ça. Déjà, c'est ça à la base pour les amoureux, mais là, c'est d'autant plus confirmé qu'il est entouré vraiment du mental et des émotions. Donc, c'est pas forcément de choisir l'un ou l'autre, de trancher dans le vif, de dire non, je n'écoute pas mes émotions ou non, je n'écoute pas ma raison. On va être invité à composer avec les deux et à réfléchir peut-être de façon un peu plus souple sur la façon d'ouvrir quelque chose de plus émotionnel. Parce que ça pourrait être assez facile. On pourrait se dire, ok, le raisonnement c'est ça, mes émotions c'est ça, pof, je combine les deux et je fais ça. Ah bah ce serait super, ce serait vraiment trop beau. Mais c'est pas ce que dit le tirage. Il y a quelque chose qui coince à l'intérieur de nous parce que le soleil est inversé et parce qu'il est à côté de l'ermite. Donc ça demande introspection. Pas pour remettre en cause nos certitudes absolues, mais pour remettre en cause quelque chose en particulier qui est peut-être un peu trop raide, qui est peut-être un peu trop figé ou autoritaire ou autocritique pour une raison ou une autre. Le chevalier de coupe ici est tout à fait charmant. Il y a de la séduction, il y a de l'affect, il y a du plaisir avec le chevalier de coupe qu'on veut ouvrir, on veut profiter de ça, de quelque chose d'agréable, de fluide, qui fait du bien, ou qui nous fait du bien, qui nous inspire, qui nous touche ou qui nous séduit. Et là, comme je vous disais en intro, on a ce roi d'épée qui dit « Oh là, c'est quoi les données, c'est quoi les éléments? On va pas commencer à faire n'importe quoi. » Donc le chevalier de coupe n'est pas là pour faire n'importe quoi non plus. Il dit « Ben non, mais on fait pas n'importe quoi. Mais on peut quand même faire des choses agréables, c'est quand même pas interdit. » Oui, tout à fait. Et lui rétorque à nouveau « Bah ok, mais alors on le fait bien, avec du sens. » Et le sens, il est confirmé ici par l'ermite qui se trouve du côté relationnel, c'est-à-dire que quelqu'un en particulier ou le secteur relationnel dans un sens plus large nous pose question peut-être sur notre positionnement, sur ce qu'on a à montrer. Donc c'est pas forcément direct, ça peut être indirect. Peut-être que la personne ne sait même pas qu'on se questionne. Ça arrive ça, les gens nous font travailler, ils savent même pas qu'ils nous font travailler. Mais regardez cet ermite, c'est le sage du zodiaque. Il approche sa lanterne du soleil et regardez la position de sa tête, il regarde vraiment vers le bas, il regarde vraiment ce soleil qui a la tête en bas. Donc c'est comme s'il lui disait,
Alors, t'as la tête en bas. Très bien. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est un peu ça. Et le soleil répond, rien pour l'instant, mais j'éclaire le choix que je dois faire. J'éclaire ce que j'ai en moi pour mieux comprendre ce qui se joue afin de mieux briller ensuite. C'est ça qu'il veut le soleil, c'est briller, rayonner de sa chaleur, rayonner d'amour, de joie, de créativité et de tout ce qui apporte de la lumière dans notre vie. Donc le voir inversé n'est pas forcément négatif, c'est juste qu'il est occupé, vous voyez, à éclairer ses amoureux. Il aide, il vient pour aider. Donc on voit qu'il y a un stop ici, mais c'est pas un stop définitif, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans certains cas ça peut, mais c'est surtout quelque chose qui demande maturation. Alors pas maturation pendant 10 ans, mais maturation au moins pendant ce carré Mercure-Neptune, histoire qu'on avance ensuite avec plus d'assurance, plus de confiance dans ce qui est ici prometteur au niveau de la stabilité et de l'enrichissement d'un secteur de notre vie, qui n'est pas un enrichissement forcément financier, ça peut aussi, mais qui concerne un enrichissement personnel, une valorisation de quelque chose simple, quelque chose de simple. On est dans la simplicité avec le 9 de Pentacle, on n'est pas dans le spectaculaire, l'esbrouf, etc. On n'est pas là-dedans. On a juste envie d'assumer quelque chose ou de s'assumer dans quelque chose. Donc c'est un beau tirage parce qu'il nous invite vraiment à voir les choses autrement, même si ce n'est pas facile, parce que ce roi d'épée a quand même des principes sur lesquels il peut être campé, mais quand même on a de l'aide, on a de l'aide avec cet ermite, on a de l'aide avec ce soleil qui vient éclairer notre positionnement intérieur, le carrefour qu'on a à prendre, et on a de l'aide avec ce chevalier de coupe qui est tout à fait aimable, qui peut être une relation agréable, qui peut être une activité qu'on a envie de partager, quelque chose qui nous touche, qui nous fait du bien, et avec laquelle on a envie d'avancer, de faire un petit peu de chemin, comme je le disais aussi tout de suite. Donc pas de panique, il y a juste à se dérédire sur quelque chose. C'est pas forcément un gros truc, parce qu'il est intelligent quand même ce roi d'épée, et il sait de toute façon, avec ce 10 d'épée au-dessus, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Donc même s'il est un petit peu froid, il n'est pas idiot non plus. Il va nous aider à trouver la meilleure solution possible pour gagner en assurance sans perdre le nord. Voilà ce dont il est question. Donc décanter, il s'agit de ça. Décanter et pas déchanter, parce qu'il y a quelque chose qui vaut le coup là, ça vaut le coup. Voilà pour le tirage de cette pleine lune et on se retrouve bientôt pour la prochaine escale.